Bonsoir et bienvenue sur Histoire du soir. Je suis Thomas et ce soir, nous voyagerons ensemble vers Hyperborée, la terre mystique du Grand Nord dont rêvaient les Grecs anciens. Découvrez ce royaume de lumière perpétuelle où règne l'harmonie, la beauté et le printemps éternel. Si cette histoire vous accompagne vers un sommeil paisible, pensez à laisser un petit like. Cela aide énormément la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter en me disant quelle histoire vous aimeriez écouter pour mes prochaines vidéos. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter vers ce paradis oublié. Au-delà des montagnes enneigées, par-delà les vents glacés du nord, là où le regard des hommes ordinaires ne peut se poser, les Grecs anciens imaginaient une terre d'une beauté incomparable. Un royaume oublié, un monde suspendu entre le mythe et la réalité. Cette terre portait un nom qui résonnait comme une promesse d'éternité, Hyperborée. Le mot lui-même recèle un mystère. Hyperborée vient du grec ancien, Hyperboréa, qui signifie « au-delà de Borée ». Borée était le dieu des vents du nord, celui qui soufflait les tempêtes glaciales sur le monde des mortels. Au-delà de son domaine, au-delà du froid, au-delà de l'hiver perpétuel, se trouvait ce royaume merveilleux. Un paradis terrestre où régnait un printemps éternel, où la nuit n'existait pas, où les hommes vivaient dans une félicité absolue. Les premiers récits d'Hyperborée remontent aux poètes les plus anciens de la Grèce. Homère lui-même, dans ses hymnes, évoquait ce peuple béni des dieux. Hésiode, le poète qui chanta la naissance du monde et la généalogie divine, mentionnait ces contrées lointaines où vivaient des hommes d'exception. Mais c'est véritablement avec Pindare, le grand poète lyrique du 5e siècle avant notre ère, que la légende d'Hyperborée prend toute son ampleur. Pindare décrivait Hyperborée comme un lieu de fête perpétuelle, où résonnaient les chants et la musique des lyres. Les Hyperboréens célébraient sans cesse Apollon, le dieu de la lumière, de la beauté et de l'harmonie. Dans leurs célébrations, ils sacrifiaient des hécatombes d'ânes, car ces animaux étaient consacrés aux dieux. Leurs banquets étaient légendaires, leurs danses emplissaient l'air de joie, et jamais la maladie ne venait troubler leur bonheur. Ni la vieillesse pénible, ni les guerres, ni les discordes ne trouvaient place dans ce royaume. Les Hyperboréens vivaient 1000 ans, selon certains récits. D'autres disaient qu'ils choisissaient eux-mêmes le moment de leur mort, quand ils estimaient avoir vécu suffisamment. Alors, couronnés de fleurs, ils se jetaient dans la mer depuis un rocher sacré, embrassant une mort paisible et volontaire. Cette vision d'une existence si longue et si heureuse incarnait le rêve ultime des Grecs, libérés des souffrances qui accablaient les mortels ordinaires. Le lien entre Hyperborée et Apollon était profond et sacré. Selon les mythes, Apollon lui-même se rendait chaque année dans ce royaume du Nord. Après avoir passé l'été à Delphes, son sanctuaire le plus célèbre, le dieu montait sur un char tiré par des cygnes et s'envolait vers Hyperborée. Là-bas, il passait les mois d'hiver, non pas dans le froid et l'obscurité, mais dans la lumière perpétuelle et la douceur printanière. Les Hyperboréens célébraient son arrivée avec des festivités grandioses qui duraient des lunes entières. Plusieurs héros mythologiques auraient visité Hyperborée. Persée,
le tueur de Méduse, aurait été guidé jusqu'à cette terre par Athéna elle-même. C'est là qu'il aurait trouvé l'aide nécessaire pour accomplir sa quête dangereuse. Héraclès, le plus grand des héros grecs, aurait également atteint Hyperborée lors de l'un de ses 12 travaux. Il poursuivait la biche de Cérynie, une créature sacrée aux cornes d'or et aux sabots d'airain. Cette biche magique l'aurait conduit jusqu'aux confins du monde, jusqu'à Hyperborée. Les Grecs croyaient que des objets sacrés liaient leur monde à Hyperborée. Des offrandes mystérieuses arrivaient régulièrement de cette terre lointaine jusqu'au sanctuaire de Délos, l'île natale d'Apollon. Ces présents étaient enveloppés de paille de blé et confiés à des peuples voisins qui les transmettaient de main en main jusqu'à ce qu'ils atteignent la Grèce. Hérodote, le père de l'histoire, rapporte cette tradition dans ses écrits. Il mentionne que 2 jeunes filles hyperboréennes, Hyperoche et Laodice, seraient venues à Délos apporter des offrandes et ne seraient jamais reparties, honorées comme des héroïnes. Mais où se trouvait réellement Hyperborée? Pour les Grecs, cette terre se situait au-delà des monts Rifée, une chaîne de montagnes mythiques du Grand Nord. Ces monts étaient décrits comme si hauts que leur sommet touchait les étoiles, si froid que même l'air s'y figeait. Au-delà de ces barrières naturelles commençait le royaume d'Hyperborée, protégé des regards profanes par ses remparts de pierre et de glace. Certains auteurs antiques situaient Hyperborée dans les régions arctiques, là où le soleil ne se couche pas pendant les mois d'été. Cette observation pourrait avoir une base réelle, les Grecs ayant peut-être entendu parler du phénomène du soleil de minuit qui se produit dans les latitudes nordiques. L'idée d'une terre où le jour dure 6 mois aurait ainsi inspiré le mythe d'un pays de lumière perpétuelle. D'autres traditions plaçaient Hyperborée plus à l'est, dans les steppes de Scythie, ou même au-delà de la mer Caspienne. Les contacts commerciaux entre les Grecs et les peuples du Nord, notamment pour le commerce de l'ambre et de l'or, auraient alimenté ces légendes. Les marchands qui revenaient de ces contrées lointaines racontaient des histoires merveilleuses qui se mêlaient aux mythes ancestraux. La société hyperboréenne incarnait l'idéal grec de la vie harmonieuse. Les Hyperboréens étaient décrits comme un peuple juste et pieux, vivant selon les lois de la nature et des dieux. Ils ne connaissaient pas la cupidité ni la violence. Leur existence était consacrée à la contemplation, à l'art, à la musique et aux célébrations religieuses. Ils représentaient l'antithèse de la civilisation guerrière et troublée des Grecs. Dans leur sagesse, les Hyperboréens avaient atteint une forme de perfection spirituelle. Ils vivaient en accord total avec l'ordre cosmique. Leur piété envers Apollon n'était pas simple dévotion, mais communion profonde avec le divin. Cette relation privilégiée avec les dieux expliquait leur bonheur et leur longévité. Ils avaient transcendé les limitations humaines sans perdre leur humanité. Plusieurs sages grecs auraient eu des liens avec Hyperborée. Abaris, un personnage mystérieux souvent mentionné dans les textes antiques, était décrit comme un prêtre hyperboréen venu en Grèce. Il possédait une flèche magique donnée par Apollon sur laquelle il pouvait voler à travers les airs. Abaris voyageait de cité en cité, purifiant les terres, guérissant les malades et enseignant la sagesse. Il ne mangeait jamais et n'avait besoin d'aucune nourriture terrestre. Un autre sage, Aristée de Proconèse,
aurait également visité Hyperborée et laissé un récit poétique de son voyage, malheureusement perdu. Les fragments qui nous sont parvenus suggèrent qu'il décrivait les merveilles de cette terre et les peuples étranges qui vivaient sur le chemin. Ces récits de voyage, entre réalité et imagination, alimentaient la fascination des Grecs pour les confins du monde connu. La dimension philosophique d'Hyperborée est tout aussi importante que sa dimension géographique. Pour les penseurs grecs, cette terre représentait un idéal moral et spirituel. C'était le lieu où l'humanité pouvait atteindre son potentiel le plus élevé, libérée des contraintes et des corruptions de la civilisation ordinaire. Hyperborée symbolisait l'âge d'or, cette époque mythique où les hommes vivaient comme des dieux. Les philosophes présocratiques s'intéressaient à Hyperborée comme représentation d'un ordre cosmique parfait. Pythagore et ses disciples, qui croyaient en la transmigration des âmes et en l'harmonie mathématique de l'univers, voyaient peut-être dans Hyperborée un modèle de société organisée selon les principes divins. La musique constante, les célébrations harmonieuses et la vie ordonnée des Hyperboréens reflétaient leur vision d'un cosmos régi par la mesure et la proportion. Pour Platon, même s'il ne mentionne pas explicitement Hyperborée dans ses dialogues conservés, l'idée d'une cité parfaite située aux confins du monde connu résonne avec sa conception de la République idéale. Un lieu où les philosophes rois gouverneraient avec sagesse, où chacun occuperait sa place naturelle dans l'ordre social, où la justice et l'harmonie régneraient. Hyperborée offrait une vision de cette utopie réalisée. Les descriptions d'Hyperborée insistent sur la nature luxuriante de cette terre. Bien qu'elle soit située au nord, au-delà du froid, elle jouissait d'un climat paradisiaque. Les arbres y portaient des fruits en abondance. Les fleurs y poussaient toute l'année. Les rivières y coulaient avec des eaux pures et douces. La terre elle-même semblait bénie, produisant sans effort tout ce dont les habitants avaient besoin. Cette fertilité miraculeuse soulignait le caractère sacré d'Hyperborée. Dans la pensée grecque, la prospérité de la terre était directement liée à la piété et à la justice de ses habitants. Les Hyperboréens, par leur vie vertueuse et leur dévotion aux dieux, méritaient cette abondance. Ils vivaient comme les premiers hommes avant la chute, avant que le travail pénible et la lutte pour la survie ne deviennent le lot de l'humanité. Les animaux d'Hyperborée vivaient également dans cette harmonie. Les cygnes, oiseaux sacrés d'Apollon, abondaient dans ce royaume. Leurs chants mélodieux accompagnaient les hymnes des Hyperboréens. Ces oiseaux servaient aussi de monture aux dieux lorsqu'ils voyageaient entre Delphes et Hyperborée, symbole de la beauté et de la pureté qui caractérisait cette terre. Le climat d'Hyperborée défie toute logique géographique, et c'est précisément ce qui en fait un lieu mythique. Comment une terre située au Grand Nord peut-elle jouir d'un printemps éternel? Cette contradiction même souligne la nature merveilleuse d'Hyperborée. Ce n'est pas un lieu soumis aux lois ordinaires de la nature, mais un espace sacré où les règles divines prévalent sur les contraintes physiques. Certains érudits modernes ont cherché des explications rationnelles à cette contradiction. Peut-être les Grecs avaient-ils entendu parler du Gulf Stream et de son effet réchauffant sur les côtes nordiques de l'Europe. Ou peut-être imaginaient-ils des sources chaudes volcaniques, comme celle d'Islande,
qui permettrait à la vie de prospérer même dans les régions froides. Mais réduire Hyperborée à une explication géographique, c'est passer à côté de sa signification profonde. Hyperborée était avant tout un lieu de l'esprit, une projection des aspirations les plus nobles de l'âme grecque. C'était l'endroit où l'homme et le divin se rencontraient, où la séparation entre le mortel et l'immortel s'estompait. En ce sens, Hyperborée n'était pas simplement un lieu géographique à découvrir, mais un état de conscience à atteindre. Les récits sur Hyperborée véhiculent aussi un message sur la quête humaine de perfection. Les Grecs savaient que leur propre société était imparfaite, marquée par les guerres, les injustices, les maladies et la mort. En imaginant Hyperborée, ils créaient un miroir qui reflétait non pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils aspiraient à devenir. C'était une invitation à la transcendance, un rappel que l'humanité pouvait aspirer à plus que sa condition ordinaire. Cette aspiration trouve un écho dans la notion grecque d'eudaimonia, le bonheur ou l'épanouissement parfait. Les philosophes grecs débattaient sans cesse de la nature du bonheur véritable. Pour Aristote, l'eudaimonia résidait dans l'exercice de la vertu et de la raison. Pour les épicuriens, elle se trouvait dans l'ataraxie, l'absence de trouble. Pour les stoïciens, dans la vie conforme à la nature et à la raison universelle. Hyperborée représentait peut-être l'incarnation de toutes ces philosophies, un lieu où le bonheur parfait était naturellement atteint. Les récits sur la mort volontaire des Hyperboréens soulèvent des questions philosophiques fascinantes. Contrairement aux mortels ordinaires qui craignent la mort et s'accrochent désespérément à la vie, les Hyperboréens choisissaient librement leur fin. Cette liberté face à la mort suggère une sagesse supérieure, une acceptation sereine du cycle de l'existence. Ils ne mourraient pas par peur ou par désespoir, mais par un sentiment d'accomplissement, ayant vécu pleinement. Cette conception de la mort choisie résonne avec certaines pratiques antiques. Dans le monde grec, le suicide philosophique était parfois considéré comme un acte noble, surtout dans les écoles stoïciennes. Mais la mort des Hyperboréens diffère de ce stoïcisme austère. Elle est célébrée, festive presque, couronnée de fleurs. C'est une mort joyeuse, une transition sereine vers un autre état, plutôt qu'une fuite ou une nécessité tragique. Les Grecs distinguaient plusieurs types de lieux mythiques. Il y avait l'Olympe, demeure des dieux, inaccessible aux mortels vivants. Il y avait les Champs-Élysées, paradis des âmes héroïques après la mort. Et il y avait Hyperborée, un paradis terrestre habité par des mortels, mais des mortels d'exception. Cette distinction est importante. Hyperborée suggère qu'il est possible d'atteindre un état béni sans quitter le monde des vivants, sans devenir un dieu. Cette possibilité même était porteuse d'espoir. Elle signifiait que la perfection n'était pas réservée uniquement à l'au-delà ou aux immortels. Quelque part, dans les confins du monde, existait une preuve que l'humanité pouvait transcender ses limitations. Cette croyance nourrissait l'imagination et inspirait la quête de sagesse et de vertu. Au fil des siècles, différents auteurs grecs et romains ont enrichi le mythe d'Hyperborée de détails supplémentaires. Hécatée d'Abdère, un historien du IVe siècle avant notre ère, offre l'une des descriptions les plus élaborées. Il situe Hyperborée sur une île aussi grande que la Sicile, au-delà de la terre des Celtes.
Selon lui, les Hyperboréens vénèrent Apollon plus que tout autre peuple, et il existe sur leur île un temple circulaire magnifique dédié au dieu. Ce temple serait orné de nombreuses offrandes, et les Hyperboréens y joueraient de la cithare en chantant des hymnes continuels à Apollon. Hécatée mentionne aussi que les gouvernants de cette cité et les gardiens du temple sont appelés Boréades, descendants de Borée. Cette précision généalogique ancre le mythe dans une tradition familiale divine, renforçant son authenticité aux yeux des anciens. Diodore de Sicile, historien du 1er siècle avant notre ère, reprend et développe ces récits. Il raconte que la Lune apparaît très proche de la Terre en Hyperborée et que l'on peut y distinguer ses reliefs montagneux. Cette observation astronomique particulière suggère une latitude très nordique, où effectivement la Lune peut sembler suivre une trajectoire différente dans le ciel. Diodore ajoute qu'Apollon visite l'île tous les 19 ans, période qui correspond au cycle métonique utilisé pour harmoniser les calendriers lunaires et solaires. Ces détails astronomiques et calendaires donnent une couleur de véracité scientifique au récit mythologique. Les Grecs ne séparaient pas nettement le mythe de l'observation empirique. Leurs récits merveilleux s'entrelaçaient avec des connaissances géographiques et astronomiques réelles, créant un tissu où le possible et l'impossible se confondaient. Pline l'Ancien, naturaliste romain du 1er siècle de notre ère, évoque également Hyperborée dans son Histoire naturelle. Il décrit les Hyperboréens comme un peuple fabuleux qui vit dans l'extrême nord, où le soleil se lève une fois par an au printemps et se couche une fois en automne. Durant 6 mois, c'est un jour continu. Durant 6 mois, une nuit ininterrompue. Cette description correspond au phénomène polaire réel, ce qui suggère que des informations sur l'Arctique avaient effectivement atteint le monde méditerranéen. Pline ajoute que les Hyperboréens sèment le matin, récoltent à midi, cueillent les fruits des arbres au coucher du soleil et se retirent dans des cavernes pour la nuit. Ce détail poétique sur le rythme de leur journée reflète l'idée d'une vie en parfaite harmonie avec les cycles naturels, même extraordinaires. Leur existence suit le cours du soleil dans un ballet quotidien qui est aussi un rituel cosmique. Certains textes suggèrent qu'il était impossible pour les mortels ordinaires d'atteindre Hyperborée par des moyens conventionnels. La distance n'était pas seulement géographique, mais aussi spirituelle. Seuls les héros guidés par les dieux, ou les sages ayant atteint un niveau de conscience supérieur, pouvaient espérer fouler le sol de cette terre bénie. Cette inaccessibilité renforçait le caractère sacré et mystérieux d'Hyperborée. Pourtant, paradoxalement, Hyperborée envoyait des émissaires dans le monde grec. Les offrandes qui parvenaient à Délos, les sages comme Abaris qui visitaient les cités grecques, tous témoignaient de liens réels, bien que ténus, entre ce royaume mythique et le monde ordinaire. Ces contacts suggéraient qu'Hyperborée n'était pas complètement coupé de l'humanité, qu'il existait des ponts, des passages pour ceux qui étaient dignes. La relation entre Apollon et Hyperborée mérite une attention particulière. Apollon n'était pas seulement le dieu de la lumière et de la musique, mais aussi de la prophétie, de la guérison et de l'ordre. Son sanctuaire de Delphes était le centre du monde grec, le lieu où la Pythie prononçait les oracles qui guidaient les décisions des cités et des rois.
qu'Apollon choisisse de passer une partie de l'année en Hyperborée révèle l'importance spirituelle de ce royaume. Cette migration annuelle d'Apollon peut être interprétée symboliquement. Pendant l'hiver, saison sombre et difficile pour les Grecs, le dieu se retirait dans un lieu de lumière perpétuelle. Ce retrait n'était pas un abandon, mais une retraite spirituelle, une période de renouvellement. Au printemps, Apollon revenait, régénéré, apportant avec lui la lumière, la chaleur et l'inspiration. Ce cycle reflétait les rythmes de la nature et de l'âme humaine. Les signes qui tiraient le char d'Apollon vers Hyperborée sont eux aussi chargés de symbolisme. Dans la mythologie grecque, les signes étaient associés à la beauté, à la pureté, mais aussi à la prophétie. On disait qu'il chantait merveilleusement juste avant de mourir, le chant du cygne devenant métaphore d'une expression ultime de beauté face à la fin. Que ces oiseaux servent de monture divine renforce le lien entre Hyperborée, Apollon et les thèmes de la beauté transcendante et de la mort sereine. Les rites et les célébrations en l'honneur d'Apollon à Delphes faisaient écho à ceux pratiqués en Hyperborée. Les Pythias, les jeux pythiques organisés à Delphes, incluaient des compétitions musicales et poétiques, pas seulement athlétiques. Ces célébrations artistiques reflétaient la nature apollinienne et rappelaient les festivités perpétuelles des Hyperboréens. En participant à ces jeux, les Grecs se rapprochaient symboliquement de l'idéal hyperboréen. Il est fascinant de noter que plusieurs cultures anciennes possédaient des mythes similaires de terres paradisiaques situées aux confins du monde. Les Celtes parlaient d'Avalon, les Irlandais de Tir na Nog, le pays de la jeunesse éternelle. Les traditions nordiques évoquaient Asgard, demeure des dieux. Ces parallèles suggèrent un archétype universel dans l'imagination humaine, le désir d'un lieu parfait qui transcende les souffrances du monde ordinaire. Cette universalité du mythe du paradis terrestre révèle quelque chose de profond sur la condition humaine. Face aux difficultés de l'existence, à l'injustice, à la maladie et à la mort, l'humanité a toujours rêvé d'un ailleurs meilleur. Hyperborée, comme tous ces lieux mythiques, n'est pas simplement une évasion imaginaire, mais une expression d'espoir, la conviction que la perfection est possible, même si elle semble hors de portée. Les philosophes ultérieurs, particulièrement à l'époque hellénistique, ont continué à réfléchir sur Hyperborée dans le contexte de leurs débats sur la nature du bonheur et de la vie bonne. Les cyniques, qui prônaient un retour à la nature et le rejet des conventions sociales, auraient pu voir en Hyperborée un modèle, bien que leur ascétisme radical différait du luxe harmonieux des Hyperboréens. Les épicuriens, cherchant l'ataraxie dans les plaisirs simples et l'amitié, trouvaient peut-être dans ce mythe une validation de leur idéal de vie tranquille. À l'époque romaine, alors que l'Empire s'étendait et que les Romains entraient en contact avec des peuples toujours plus lointains, l'intérêt pour Hyperborée persista, mais évolua. Les Romains, plus pragmatiques et militaires que les Grecs philosophes, voyaient peut-être Hyperborée moins comme un idéal moral que comme un mystère géographique à résoudre. Certains explorateurs se demandaient si les terres arctiques récemment découvertes pouvaient être l'Hyperborée des légendes. Pourtant, même les Romains ne pouvaient complètement ignorer la dimension spirituelle du mythe. Virgile, dans ses Géorgiques et son Énéide, évoque des terres lointaines et merveilleuses qui font écho à Hyperborée.
L'âge d'or qu'il décrit, période de paix et d'abondance sous le règne de Saturne, partage de nombreuses caractéristiques avec le royaume hyperboréen. Cette nostalgie d'un passé ou d'un ailleurs parfait traverse toute la littérature antique. Avec l'avènement du christianisme, les mythes païens comme celui d'Hyperborée furent progressivement marginalisés ou réinterprétés. Les pères de l'Église considéraient ces légendes comme des superstitions à dépasser. Cependant, l'idée d'un paradis terrestre persistait, transformée en jardin d'Éden ou en vision de la Jérusalem céleste. L'aspiration fondamentale que représentait Hyperborée ne disparaissait pas, mais changeait de forme. Au Moyen Âge, la mémoire d'Hyperborée survécut dans les marges des manuscrits et dans l'imaginaire des géographes fantastiques. Les cartes médiévales plaçaient souvent des royaumes merveilleux aux confins du monde connu. Le prêtre Jean, le royaume de Cocagne, l'Eldorado plus tard. Tous ces mythes sont les héritiers d'Hyperborée, perpétuant le rêve d'une terre d'abondance et de perfection. La Renaissance vit un regain d'intérêt pour les textes antiques et avec eux, pour Hyperborée. Les humanistes, redécouvrant Pindare, Hérodote et les autres auteurs classiques, s'interrogèrent à nouveau sur ce royaume mystérieux. Certains tentèrent de le situer géographiquement, proposant la Scandinavie, la Russie septentrionale ou même les régions arctiques. Ces spéculations alimentèrent l'ère des grandes explorations, alors que navigateurs et aventuriers partaient à la découverte des terres nordiques. Au XIXe siècle, Hyperborée connut une nouvelle vie dans les mouvements occultistes et ésotériques. Helena Blavatsky et d'autres théosophes intégrèrent Hyperborée dans leur cosmologie complexe, la présentant comme le foyer d'une race humaine primitive et spirituellement avancée. Ces interprétations, bien qu'éloignées des sources grecques originales, témoignent de la puissance durable du mythe et de sa capacité à se réinventer selon les besoins spirituels de chaque époque. Aujourd'hui, à notre époque moderne, marquée par la science et le scepticisme, que pouvons-nous tirer d'Hyperborée? Nous savons qu'aucune terre de printemps éternel n'existe au-delà du cercle arctique. Les explorations polaires ont cartographié ces régions, ne révélant que glace et toundra. Hyperborée, en tant que lieu géographique, n'existe pas et n'a probablement jamais existé. Mais réduire Hyperborée à une simple erreur géographique serait passer complètement à côté de sa signification. Hyperborée n'a jamais vraiment été un lieu à trouver sur une carte. C'était, et cela reste, un symbole puissant de nos aspirations les plus profondes. C'est l'incarnation du désir humain de transcendance, de perfection, d'harmonie avec le divin et la nature. Dans notre monde contemporain, marqué par les crises écologiques, les tensions sociales et la quête effrénée de progrès matériels, Hyperborée nous rappelle l'importance de l'équilibre et de l'harmonie. Les Hyperboréens vivaient en accord avec leur environnement, sans l'exploiter ni le détruire. Leur bonheur ne dépendait pas de l'accumulation de richesses, mais de la qualité de leur existence, de leur relation avec le divin et entre eux. Cette leçon résonne particulièrement aujourd'hui. Nous vivons dans une époque d'abondance matérielle sans précédent, du moins dans certaines parties du monde. Et pourtant, l'anxiété, la dépression et le sentiment de vide spirituel n'ont jamais été aussi répandus.
peut-être avons-nous oublié la sagesse que représente Hyperborée, que le bonheur véritable ne se trouve pas dans la possession, mais dans l'être, dans la connexion, dans l'harmonie. Le mythe d'Hyperborée nous enseigne également l'importance de la beauté et de l'art dans l'existence humaine. Les Hyperboréens consacraient leur vie à la musique, à la danse, aux célébrations. Ils comprenaient que l'art n'est pas un luxe superflu, mais une nécessité fondamentale de l'âme. Dans nos sociétés modernes, où l'efficacité et la productivité sont souvent valorisées au détriment de la créativité et de la contemplation, Hyperborée nous invite à reconsidérer nos priorités. Hyperborée nous rappelle aussi que l'humanité porte en elle un potentiel extraordinaire de beauté, de sagesse et d'harmonie. Que nous ne sommes pas condamnés à la souffrance, au conflit et à la médiocrité. Qu'un autre mode d'existence est possible, difficile peut-être à atteindre, mais réel en potentiel. Le voyage vers Hyperborée est finalement le voyage vers notre propre nature véritable. Nous cherchons à l'extérieur ce qui réside déjà en nous comme potentiel. Les montagnes glacées et les vents du nord que nous devons traverser sont nos propres résistances, nos peurs, nos conditionnements. Mais au-delà de ces obstacles, attend notre propre Hyperborée intérieure, cet espace de paix, de joie et d'harmonie qui est notre droit de naissance en tant qu'êtres humains. Hyperborée est un appel, une invitation à transcender nos limitations actuelles. Elle ne nous demande pas d'être parfaits immédiatement, mais de commencer le voyage, de faire le premier pas vers plus de conscience, plus de compassion, plus d'harmonie. Chaque génération doit redécouvrir Hyperborée à sa manière, l'adapter à son contexte, la vivre selon ses possibilités. Dans notre vie personnelle, nous pouvons cultiver des qualités hyperboréennes. La présence consciente, la gratitude pour les dons de la vie, la création de beauté dans notre environnement, la culture de relations authentiques et aimantes, la pratique de la musique ou d'autres arts, la connexion avec la nature. Toutes ces pratiques nous rapprochent de l'esprit d'Hyperborée, même si nous vivons dans des circonstances imparfaites. Hyperborée nous enseigne aussi l'importance de la célébration dans la vie humaine. Nous vivons souvent dans le sérieux et l'urgence, oubliant de célébrer la beauté et la merveille de l'existence. Les Hyperboréens célébraient constamment, trouvant dans chaque jour une occasion de joie et de gratitude. Nous pouvons apprendre d'eux à transformer notre vie en célébration, non pas de manière forcée mais naturelle, en reconnaissant les innombrables dons qui nous entourent. La beauté était omniprésente en Hyperborée, non comme ornement superflu, mais comme qualité essentielle de l'existence. Les Grecs comprenaient que la beauté n'est pas simplement plaisir esthétique, mais dimension spirituelle. Platon enseignait que la beauté visible est reflet de la beauté éternelle, et que contempler la beauté élève l'âme vers le divin. Hyperborée incarnait cette vision d'un monde où toute expérience était belle, parce que imprégnée du divin. Voilà l'histoire d'Hyperborée, cette terre mystique du Grand Nord dont rêvaient les Grecs anciens. Un rêve qui continue de vivre, de nous inspirer, de nous appeler vers notre meilleur nous-mêmes. Un mythe qui nous rappelle que l'humanité peut aspirer à la grandeur, à l'harmonie, à une existence plus élevée.
puisse ce récit vous avoir apporté un peu de la paix et de la beauté d'Hyperborée. Puissiez-vous trouver votre propre chemin vers cet état de conscience élevé que représente ce royaume mythique. Puissiez-vous porter avec vous, dans votre sommeil et dans vos rêves, la lumière de cette terre bénie. Bonne nuit, chers auditeurs. Que votre sommeil soit paisible et vos rêves lumineux. Pour ceux qui souhaitent rester encore un moment, je vais maintenant vous guider dans une brève séance de méditation pour vous aider à glisser doucement vers le sommeil. Installez-vous confortablement dans votre lit. Fermez doucement les yeux. Prenez une profonde inspiration et relâchez lentement. Inspirez à nouveau. Sentez votre corps s'enfoncer dans le matelas. Et expirez, laissant partir toutes les tensions de la journée. Imaginez-vous maintenant marchant le long d'un sentier paisible. Le soleil brille doucement, une lumière dorée et apaisante. L'air est doux, parfumé de fleurs printanières. À chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus détendu. Les soucis s'éloignent derrière vous. Vous entendez au loin le son d'une musique douce, des notes cristallines portées par la brise. Cette musique vous apaise profondément, pénètre chaque cellule de votre être. Vous continuez à marcher. Votre corps devient de plus en plus relaxé, de plus en plus lourd. Devant vous apparaît une clairière baignée de lumière. Un lieu de beauté parfaite, de paix absolue. Vous entrez dans cette clairière et vous vous allongez sur l'herbe douce et moelleuse. Le ciel au-dessus est d'un bleu lumineux. Vous êtes en sécurité, totalement en paix. Sentez la terre qui vous soutient, stable et bienveillante. Sentez l'air doux qui caresse votre visage. Entendez les sons harmonieux de la nature autour de vous. Vous êtes arrivé dans votre propre Hyperborée intérieure, ce lieu de repos et de régénération. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez-vous glisser doucement vers le sommeil, bercé par cette paix profonde. Votre respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus régulière. Chaque expiration vous emmène plus profondément dans la relaxation. Vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Ce moment est parfait tel qu'il est. Abandonnez-vous complètement au repos, au sommeil qui vient naturellement. Votre corps est lourd, détendu, complètement abandonné. Votre esprit flotte doucement, libéré de toute pensée. Vous dérivez paisiblement vers le sommeil, porté par les images d'Hyperborée. Que la lumière d'Hyperborée illumine vos rêves. Que sa paix habite votre cœur. Que son harmonie berce votre sommeil. Reposez-vous maintenant. Laissez le sommeil vous accueillir. Bonne nuit à tous. Dormez bien. Prenez un moment pour ajuster votre position. Adoptez la position qui vous semble la plus naturelle pour dormir. Sentez le contact de votre corps avec le matelas, la douce pression des draps et des couvertures sur vous. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et commencez à prendre conscience de votre respiration sans chercher à la modifier pour l'instant. Simplement en observant son rythme naturel. Laissez votre corps s'installer dans cette position confortable. Sentez le poids de votre corps qui s'enfonce dans le matelas.
chaque partie de vous-même trouvant sa place idéale pour le repos. Prenez maintenant une respiration un peu plus profonde. Inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. À chaque expiration, sentez votre corps qui s'enfonce un peu plus dans le matelas, comme si une douce pesanteur vous enveloppait. Continuez à respirer profondément, à votre rythme. À l'inspiration, accueillez l'air frais qui vous nourrit. À l'expiration, libérez toutes les tensions accumulées durant la journée. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Imaginez que chaque expiration emmène avec elle les préoccupations, les pensées, les émotions qui pourraient vous tenir éveillé, les laissant se dissoudre dans l'air. Prenez conscience de la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Peut-être remarquez-vous sa fraîcheur à l'inspiration et sa tiédeur à l'expiration. Pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Laissez simplement votre corps respirer à son rythme naturel, dans un mouvement doux et régulier. Votre respiration est comme une ancre, un point de stabilité auquel revenir si votre esprit s'égare. La respiration, toujours présente, toujours disponible. Un mouvement paisible qui vous accompagne vers le sommeil. Portez maintenant votre attention sur les différentes parties de votre corps, en commençant par le sommet de votre tête. Sentez le contact de votre tête avec l'oreiller. Laissez le poids de votre tête se relâcher complètement. Détendez votre cuir chevelu, votre front, vos tempes. Relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux. Laissez vos paupières devenir lourdes et détendues, comme si elles étaient enveloppées d'une douce chaleur. Détendez vos joues, votre nez, vos lèvres, votre mâchoire. Peut-être remarquez-vous que votre visage s'adoucit naturellement, comme si tous les muscles se relâchaient. Portez votre attention sur votre cou, vos épaules. Laissez-les s'alourdir et s'enfoncer dans le matelas. Sentez toute tension se dissoudre à chaque expiration. Descendez vers vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Imaginez une vague de détente qui parcourt vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Sentez chaque doigt se détendre individuellement. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Vos mains deviennent lourdes et détendues. Votre poitrine se soulève et s'abaisse au rythme de votre respiration tranquille. Sentez comment l'air circule librement dans vos poumons. Votre ventre se détend. Tous les organes internes se relâchent. Une sensation de calme profond envahit votre centre. Votre dos repose entièrement sur le matelas. Sentez chaque vertèbre se détendre l'une après l'autre, du haut de votre colonne jusqu'au bas du dos. Vos hanches s'alourdissent. Elles s'enfoncent doucement dans le matelas. Toute tension se dissout à chaque expiration. Vos jambes deviennent de plus en plus détendues. Vos cuisses. Ressentez leur poids contre le matelas. Vos genoux. Laissez-les se détendre complètement. Vos mollets. Sentez-les s'alourdir. Vos chevilles. Elles se relâchent doucement. Vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps est maintenant dans un état de détente profonde, lourd et léger à la fois, comme flottant sur un nuage de confort. Maintenant, imaginez que vous êtes enveloppé d'une douce lumière bleu-violette, la couleur du ciel au crépuscule. Cette lumière vous berce doucement. Ressentez cette lumière qui vous entoure, douce et apaisante, comme un cocon de sérénité. À chaque respiration, cette lumière devient plus intense, plus enveloppante.
Elle vous procure une sensation de sécurité absolue, de paix profonde. À l'inspiration, vous accueillez cette lumière en vous. À l'expiration, vous vous détendez davantage dans sa chaleur rassurante. Imaginez que vous flottez doucement dans cette lumière, comme si vous étiez porté par un océan calme et bienveillant. Chaque vague vous emmène un peu plus loin vers le sommeil. Vous sentez peut-être votre corps qui devient de plus en plus léger, comme si vous vous dissolviez doucement dans cette lumière apaisante. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Simplement vous laissez porter par cette sensation de paix et de sécurité. Dans cet espace de lumière, tout est calme, tout est paisible. Le temps s'étire et se ralentit. Peut-être commencez-vous à remarquer que vos pensées deviennent plus floues, plus distantes, comme des nuages qui passent dans le ciel sans que vous ayez besoin de vous y attacher. Chaque pensée qui surgit se dissout naturellement dans cette lumière, sans effort, sans résistance. Votre corps est maintenant parfaitement détendu. Votre esprit s'apaise de plus en plus. Vous pouvez laisser votre conscience flotter librement, sans direction, sans intention, simplement être. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des feuilles emportées par une rivière tranquille. Vous n'avez pas besoin de les suivre ni de les retenir. Votre corps devient de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait doucement dans le matelas. Une agréable sensation de pesanteur vous enveloppe. Votre respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Chaque expiration vous emmène un peu plus près du sommeil. Vous êtes exactement là où vous devez être, en sécurité, en paix, prêt à glisser dans un sommeil réparateur. Je vais maintenant me taire progressivement et vous laisser continuer seul ce voyage vers le sommeil. Sachez que votre corps sait parfaitement comment dormir. C'est un processus naturel qui se produira de lui-même. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Si vous êtes encore éveillé dans quelques instants, ce n'est pas grave. Continuez simplement à respirer doucement, à ressentir la détente dans tout votre corps. Le sommeil viendra à son heure. Laissez-vous glisser dans cette douce transition entre l'éveil et le sommeil. Cet espace paisible où tout devient flou et confortable. Bonne nuit.